Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire co-organisé par la DREAL des Pays de la Loire et Novabuild consacré au réemploi. Je suis Juliette de Novabuild et je vais vous accompagner durant toute l'heure que va durer ce webinaire. Alors, Novabuild, en quelques mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes l'association des professionnels de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement en Pays de la Loire. Nous accompagnons nos 400 adhérents sur toutes les questions liées au dérèglement climatique. Nos objectifs, nous les avons appelés A2BC, atténuation et adaptation au dérèglement climatique, conservation de la biodiversité et circularité de la ressource. Et c'est bien cette thématique de la ressource qui nous rassemble ce matin autour de cette question du réemploi. Alors, lever les freins au réemploi, cela passe tout d'abord par l'identification des gisements en amont de matériaux qui pourront être réemployés par les maîtres d'ouvrage. Et c'était tout l'objet de notre webinaire de la semaine dernière. Je vous mettrai le lien vers le replay dans le chat. Et ce matin, nous allons plus particulièrement nous intéresser à cette question de où trouver des matériaux de réemploi quand on est sur la phase chantier. Donc, avec nos intervenants, nous allons voir deux grandes typologies de plateformes. Les plateformes en ligne, avec l'exemple de CycleUp, qui nous sera présenté par Vincent Gravier, qui est accompagné d'Éric Gérard d'ICO Habitat, qui fera un retour d'expérience sur justement la mise en œuvre de matériaux de réemploi. Et dans un second temps, après un temps de questions-réponses, nous aurons l'exemple d'une plateforme physique avec Articonex, qui nous sera présenté par Emmanuel Morel. Avant de laisser la parole à nos intervenants, en préparant ce webinaire hier, j'ai fait quelques petites recherches justement autour de ces questions des plateformes et j'aimerais partager avec vous en introduction ce que j'ai pu trouver. Donc, sur le côté plateforme digitale, qu'on peut aussi appeler marketplace, on est clairement sur le principe en fait d'un intermédiaire entre l'offre et la demande, un intermédiaire en ligne. Alors, on a bien sûr CycleUp, dont on va avoir une présentation dans quelques instants. Et puis, on a la plus connue de toutes, qui est Le Bon Coin, qui fonctionne extrêmement bien, il faut quand même le noter. On va trouver aussi des plateformes qui vont pas forcément être sur des matériaux de réemploi, mais qui vont plutôt faire de la vente en ligne de surplus ou de déstockage. Et on peut citer la plateforme Stock Pro, qui est spécialisée sur tout ce qui va être matériel électrique. On va aussi avoir des plateformes qui vont s'être spécialisées plutôt sur un type de matériaux de réemploi reconditionnés. Et on peut citer l'exemple de Mobius avec les faux planchers. On trouve également des plateformes en ligne qui vont plutôt être orientées côté demande, c'est-à-dire côté maîtrise d'ouvrage. Ça va être des plateformes sur lesquelles les maîtres d'ouvrage vont pouvoir déposer en fait leurs besoins en termes de matériaux de réemploi. Et on peut citer la plateforme Looping qui est développée par le booster du réemploi. Côté plateforme physique, on est plutôt sur des lieux qui s'apparentent à des magasins, un peu comme des fournisseurs de matériaux industriels plus classiques. Donc, on va voir l'exemple d'Articonex dans une deuxième partie. On peut également citer les plateformes Mineka et Made in Plast à Lyon. On peut citer Réavi à Paris, Métabatic à Clermont-Ferrand ou encore Recyclobat à Toulouse. Pour se fournir en matériaux de réemploi, on peut aussi se tourner vers les matériothèques. Alors, en Pays de la Loire, on peut citer l'Écrouvis à Redon. On peut également citer la matériothèque des chantiers du réemploi en Vendée à la Gaubretière. C'est un sujet qui évolue assez vite, ce sujet des matériothèques. On voit pas mal de collectivités notamment et de structures de l'ESS qui s'en emparent et on a beaucoup de projets sur tout le territoire qui émergent. Au Pays de la Loire, on peut notamment citer la matériothèque du vignoble ou encore la matériothèque du syndicat mixte Centre Nord-Atlantique, situé à Blain. On peut également trouver des matériothèques dans des ressourceries, dont ce n'est pas forcément le cœur d'activité au départ, mais qui ont développé tout un pan
de leur activité sur cette question des matériaux de réemploi dans le secteur du BTP. Et là, on peut citer par exemple Station-Service à Nantes, Emmaüs à Angers ou encore Tricycle à Paris. Enfin, pour avoir accès à ces matériaux de réemploi, on peut également y accéder de façon plus éphémère par des ressourceries sur chantier ou ce qu'on appelle aussi des magasins éphémères. Sur Nantes, ça a été le cas sur le chantier du lycée de Nord-sur-Erdre, mais également sur le chantier du Lieu-dit, un hôtel-restaurant, ou encore pas plus tard que ce mercredi, il y avait un magasin éphémère sur la journée de mercredi, sur le chantier d'une salle de spectacle à Nantes qui s'appelle Le Grand T. Alors bien sûr, cette liste, elle est loin d'être exhaustive. Aussi, si jamais vous avez connaissance d'autres initiatives que je n'ai pas citées, n'hésitez surtout pas à m'en faire part dans le chat. Je compilerai tous vos retours pour vous les mettre à disposition par la suite sur notre site internet. Donc, concernant le volet plateforme en ligne de matériaux de réemploi, je vous propose tout de suite de céder la parole donc à Éric Gérard d'ICEO et Vincent Gravier de CycleUp qui vont vous présenter un retour d'expérience. Je vais, en attendant qu'ils arrivent, hop. Bonjour Éric, merci beaucoup d'avoir accepté de participer. Bonjour Vincent, je vous mets la présentation. Voilà, et je vous laisse la parole pour 20 minutes et puis après on aura un petit temps de questions-réponses avec nos participants. À tout à l'heure. Parfait, merci. Ben juste Eric, peut-être, comme c'est une slide CycleUp, je vais juste l'introduire. L'idée, Juliette l'a très bien introduit, c'est de vous raconter un retour d'expérience d'opération et on va commencer par Eric et je lui laisserai complètement libre d'évoquer son expérience et derrière de focaliser un petit peu sur rentrer dans le détail de l'aide d'une plateforme comme CycleUp et au-delà de la plateforme parce que le but n'est pas de vous faire du commercial mais de vous dire comment ça peut fonctionner par rapport à ce panel énorme qu'a pu faire Juliette aujourd'hui, essayer de vous donner quelques clés sur comment nous avons décidé stratégiquement de nous développer. Voilà, je laisse la parole à Eric sur un premier tour d'expérience. Oui, donc très rapidement, nous, on est promoteurs de l'économie sociale et solidaire. On travaille sur les questions de mixité sociale, de réduction d'empreinte environnementale, d'où CycleUp, et d'habitat participatif. Et donc, cette slide ne correspond pas au sujet, mais enfin, elle correspond au sujet du parquet de réemploi, mais pas de l'habitat participatif. On a souhaité, avec des habitants, dans le cadre d'un projet qu'on faisait à Rezé, qui fait 15-16 logements, travailler sur les questions de réemploi. Alors, on l'a fait sur du réemploi de containers, on l'a fait sur d'autres sujets, mais on voulait aussi l'aborder sur le second œuvre. Et donc, on s'est attaché au parquet avec l'idée que, effectivement, le bois était une ressource qu'il fallait économiser, qu'il était assez absurde de brûler des parquets de chêne qui avaient 50 ou 60 ans, qui étaient issus de déconstruction. Et donc, on a cherché des partenaires. Alors, c'est Julien Grisot qui m'a parlé de CycleUp à l'époque. On parle déjà de quelque chose qui a 4 ans. Et on a rencontré Hugo Bonnet de chez vous, Vincent, à cette époque-là. On a eu un premier travail sur les gisements disponibles. À l'époque, c'était quand même vraiment les débuts de CycleUp, il y a 4-5 ans. Hein, on était aux premiers essais. La première réponse a été du parquet, c'est pas très compliqué, on peut avoir tout type de parquet sans problème. Et donc, on est parti sur cette base-là. On l'a intégré on ne l'a pas intégré au cahier des charges d'ailleurs. On a lancé la consultation sans en parler et on a rencontré du coup les poseurs de sol. En leur présentant le projet, on préférait leur présenter de manière orale pour ne pas les effrayer tout de suite parce que ce n'est pas tout le temps simple d'avoir des réponses à consultation. Effectivement, sur les 5 poseurs de sol qui avaient répondu, il n'y en a qu'un qui a accepté de poser du parquet de réemploi. Donc déjà, ça a limité drastiquement le choix de l'entreprise.
Après ça, l'étape qu'on a fait ensuite sur cette expérience, ça a été de vérifier l'ADO avec la dommage ouvrage avec l'assureur. Ça a été un vrai poème, hein. Je pense qu'on a plus d'une centaine de mails d'échanges avec l'assureur, 6 réunions en allant jusqu'au responsable national pour obtenir à la fin une DO qui a été augmentée de 20% sur l'ensemble des lots, pas que sur le lot parquet, sous prétexte que le parquet qu'on n'avait pas les certifications sur le parquet, qu'il pouvait pianoter, rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Il faut savoir que préalablement, aussi dans les échanges avec CycleUp, on avait quand même pris le soin d'établir un suivi du projet qui était conforme aux directives de l'association des assureurs et qui a établi un guide pour le réemploi. Donc, on était vraiment pile poil dans la ligne, hein. Mais pour autant, c'était compliqué. Alors, je pense que peut-être ça, depuis 3 ans, ça a un peu évolué. Encore une fois, il y a 2 ans et demi, ça a un peu évolué. Et puis, les premières permettent sans doute de simplifier les choses. Alors ensuite, on s'est attaqué à la question des gisements. Et c'est là qu'on a réalisé qu'en fait, ce n'était pas si simple que ça d'avoir n'importe quel type de parquet. On s'était positionné du coup sur du parquet contre-collé en donnant une épaisseur à CycleUp entre 1 cm et 1,5 cm. Et en fait, il se trouve que le seul parquet qui était disponible à ce moment-là, c'était du parquet massif. Et donc, les parquets massifs anciens font plutôt 22 mm, ce qui nous a posé quand même un problème parce que nos réservations n'étaient pas adaptées. Donc, on a eu un peu de jeu de jambes pour basculer le parquet dans les étages. On avait beaucoup de duplex, donc on a basculé tout le parquet de réemploi dans les étages en gérant sur la dernière marche. Mais cette question de travail amont sur vraiment les spécifications de ce qui peut être trouvé en termes de gisement, il est assez important. Je pense qu'aussi, c'était les débuts de CycleUp et que c'est des choses qui ont progressé. Donc voilà, donc on a basculé toute la question du parquet de réemploi dans les étages des duplex. Et ensuite, on s'est dit, on va peut-être essayer dans nos bureaux sur 50 mètres carrés avant de lancer la machine sur les 350 mètres carrés, 400 mètres carrés de l'opération Jaguar. Et c'est vrai que là aussi, il y a une phase d'apprentissage, c'est-à-dire que certes, il y a un tri sélectif sur les lames, mais il se trouve que derrière, les lames arrivent avec des épaisseurs variables en fonction de l'endroit où elles se trouvaient. Si elles étaient dans un endroit de transit fort, elles seront plus usées que sur les endroits où il y avait moins de transit. On a forcément un peu de minéralisation qui s'est fait entre les lames. Pardon. Et donc, on a des lames qui, tout en étant en bon état, nécessitent un nettoyage et une fois posées, nécessitent un ponçage qui est relativement important, avec des bois qu'on vieillit pendant 60-70 ans, donc qui sont extrêmement durs. Enfin, un chêne qui a 50 ans, voilà, les 50 mètres carrés, ils ont mis 2 jours à les poncer, pour être clair. Donc voilà, donc ça nous a amené à travailler sur Rezé avec une proposition qui n'a pas été suivie par l'entreprise. Nous, on leur avait conseillé de retraiter les lames avant de les poser. Ils n'ont pas fait ce choix-là et ils ont travaillé directement sur chantier de la même manière qu'on l'avait fait nous sur nos bureaux. Bon, ça ne nous a pas du tout refroidi. On a un aspect qui est quand même aussi assez génial, au-delà de l'aspect environnemental, le charme que ça donne à une pièce a rien à voir avec un parquet neuf. Et par contre, ça nous amène un peu à modifier nos process, c'est-à-dire plutôt à anticiper les gisements, quitte à les stocker, à travailler avec des menuisiers pour retraiter les lames plutôt en atelier que sur site. Et donc, on est en train de mettre ça en place, nous, avec des partenaires pour continuer, parce que là, on va poser 1200 mètres carrés sur une opération sur la caserne Mélinette et on va continuer de manière assez importante à privilégier le parquet de réemploi dans nos opérations. On commence à avoir des habitudes avec
Alors avec CycleUp, avec nos assureurs, avec des partenaires pour réussir à mener à bien ces projets. Voilà un peu, si je dois raconter l'histoire. Je ne sais pas si Vincent, ça. Ouais. Bah, je vais te prendre la main derrière. Merci Eric. Je pense que c'était bien de commencer comme ça, hein. Sur le côté, il y a une vraie volonté d'un maître d'ouvrage. Tu l'as dit, hein, c'est quelque chose qui a commencé il y a assez longtemps sur vos opérations. Je suis aussi là pour vous raconter une belle histoire, hein. Je vais aussi un peu vendre l'aspect réemploi. C'est bien de commencer par dire: «Ouais, enfin, c'est compliqué quand même». Donc je spoil un peu ce qu'on va dire derrière, mais même le où trouver, et on voit bien que le où trouver le gisement ne suffit pas. Il y a tout un tas d'étapes derrière, en tout cas, qui vont être nécessaires. Je vais essayer, moi, de mon côté, de vous faire un petit panel, donc un tout petit peu de présentation de type plateforme. En tout cas, de ce qu'a dit Juliette, il y a énormément d'acteurs aujourd'hui qui sont présents. C'est important de revenir sur CycleUp qui nous sommes, et je vais focaliser rapidement, vous allez voir, sur l'aspect gisement, sourcing, etc. Mais pour revenir en 2 mots sur ce qui nous sommes et ce que nous faisons, l'énergie de nos équipes, Eric l'a dit depuis bientôt 5 ans. Un seul objectif, trouver une deuxième vie aux matériaux et aux produits de construction. Ça peut paraître tout bête comme ça, mais dans ce que je vais vous raconter derrière, c'est finalement une paraphrase de tout ça. C'est l'objet des plateformes ou d'une partie des acteurs de l'économie circulaire. Et là, l'idée est de vous présenter un petit peu comment est-ce que nous, on a envisagé stratégiquement cette vision de trouver, finalement, faire du réemploi sur les opérations. CycleUp, c'est 2 choses, 2 piliers, 2 activités. Je ne vais pas en parler d'un côté, mais juste l'évoquer, des activités de conseil, d'accompagnement des projets et des acteurs, hein. C'est important par rapport à ce qu'a dit Eric juste avant. C'est pas juste une histoire de gisement, c'est pas juste une histoire de pause. Il y a dans le réemploi, l'importance d'un suivi global, l'importance depuis une ambition jusqu'à la réalisation effective des sujets, un suivi qui est nécessaire. Voilà, des missions à la fois de diac PEMD, à la fois de suivi contractuel, bref, des missions de conseil. Et ce qui fait qu'on n'est pas une boîte de conseil, c'est que de l'autre, là, c'est la partie gauche, on a des outils digitaux, en particulier la marketplace. On va revenir dessus. Alors, marketplace, place de marché, site de e-commerce, site marchand, vous l'appelez comme vous voulez. Mais en gros, un espace digital qui permet, Juliette l'a bien dit, à des vendeurs de vendre, à des acheteurs d'acheter. Voilà, c'est aussi bête que ça, mais finalement, c'est un lieu de rencontre, et le digital a ça de bien, c'est qu'il permettait à un moment de massifier ces éléments-là, ou en tout cas, on le croyait il y a 5 ans. Je vous ferai un petit retour sur où on en est actuellement. Pareil, cette plateforme, elle a quelques différenciants. C'est la seule slide où il y a beaucoup de texte, mais on base la plateforme sur 3 niveaux. Eric en a un peu parlé. Le premier, c'est qu'on ne peut pas faire l'abstraction des garanties qui sont apportées aux matériaux. Différents degrés de garantie, hein, la garantie sur la fourniture, comment est-ce qu'on s'implique dans la dommage ouvrage et les dommages consécutifs finalement sur les produits. Je crois que ça fait l'objet d'un autre séminaire qui aura lieu de Novabuild, donc je ne vais pas en parler plus que ça, mais je le mets en premier parce que pour la massification, pour qu'il y ait de plus en plus de réemploi, ça doit passer par là. Deuxième pilier, c'est la traçabilité. Juliette, tu citais le Bon Coin. C'est un bon contre-exemple, entre guillemets, hein. C'est-à-dire que, ou en tout cas, il peut se passer de bonnes choses sur le Bon Coin. L'idée d'une plateforme comme la nôtre et des plateformes en général sur le réemploi, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir d'où ça vient, il faut savoir où ça va, il faut avoir une traçabilité sur comment se fait le transfert de risque et le transfert de propriété sur ces matériaux, extrêmement important. Et le troisième cran, pareil, on en a parlé, c'est évident pour un séminaire comme celui-là, mais c'est évaluer le carbone, l'économie environnementale, en tout cas au sens très large, qui va être générée par l'utilisation du réemploi plutôt que de passer par du neuf. Ça, c'est vraiment les 3 piliers de la plateforme. Derrière, il y a aussi un certain nombre de services qu'il faut apporter aux acheteurs, parce qu'une fois qu'on a trouvé les gisements, ça ne suffit pas non plus. Là, je vais revenir suivant les acteurs, mais il faut souvent leur amener de la livraison, de la dépose éventuellement, de la logistique, de manière générale, tout ce qu'on pourrait appeler la supply chain avec un air un peu pompeux, mais amener le gisement où il était initialement jusqu'à l'endroit où il va finir finalement, et ça peut même aller jusqu'à la remise en œuvre et la pose derrière. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles, en tout cas, CycleUp et les plateformes que la nôtre, nous sommes attendus. C'est pas juste le gisement, il faut accompagner sur l'ensemble de tout ça, y compris sur la requalification technique des matériaux. Eric en a parlé aussi sur le fait que ces lames de parquet, à un moment, il faut leur imposer certaines, euh, enfin, comment dire, des impositions de dépose, de stockage, de planéité, d'épaisseur, etc., etc. Là, c'est du parquet. La moquette, ce sont d'autres choses. Des structures métalliques complètes, ce sont d'autres éléments, etc., etc. Donc là, ça va vraiment dépendre de tout ça. Il faut aussi être capable d'accompagner les différents acteurs. Une slide un peu pompeuse, juste pour vous dire que finalement, depuis 5 ans, la force aussi des plateformes, c'est d'avoir accès à la data. Donc ça fait joli de dire data, je l'ai casé dans ma slide, mais l'idée surtout est de dire, on voit finalement
depuis 5 ans. Alors on n'a pas le même trafic qu'Amazon aujourd'hui, mais l'idée est de dire, on voit où sont les gisements depuis 5 ans, qui les vend, en combien de temps ça se vend, auprès de qui les achète, à quel prix ils les achète, hein, pour comparer prix de vente, prix d'achat. Pareil, ces taux de succès, de quelle manière en fait, est-ce qu'on fait du local ou moins du local, et cetera. Ce sont des éléments extrêmement importants en tout cas sur lesquels on travaille beaucoup, hein. C'est-à-dire aujourd'hui, vers où va le réemploi? Comment il se développe? L'une des choses qu'on peut dire, c'est que ça reste un marché assez immature, hein, on est entre nous, on peut se le dire, par rapport au marché, notre vrai concurrent, c'est pas Le Bon Coin finalement, c'est les producteurs de matériaux neufs et par rapport à ça, on reste un nain. D'une manière générale, je parle pas de Cycle Up, mais je parle du marché. Aujourd'hui, c'est quelques pourcents, peut-être 1-2, voilà, je ne sais pas trop. Sur certains matériaux, c'est très différent. Mais en tout cas, il est important de savoir, lorsqu'on parle de réemploi, où est-ce qu'on va et où ça va. Je vais m'arrêter un peu sur cette slide, alors pas pour évoquer la slide, mais pour évoquer comment on travaille. Cette slide, vous la connaissez sans doute, c'est sur un projet de démolition. On regarde avant tout les sujets de réemploi in situ. Quand je démolis quelque chose, autant m'interroger sur ce que je vais récupérer sur cette opération pour remettre en œuvre. Si j'ai pas assez, je fais de l'approvisionnement extérieur en réemploi. Et si j'ai trop sur mon opération que je n'ai pas la réutiliser, j'essaye de trouver des exutoires. Et une plateforme comme CycleUp aujourd'hui, elle sert à ça. Elle sert à coordonner l'ensemble de ces activités de réemploi. Je voulais juste revenir sur le type d'acteur qu'on a et lorsqu'on s'interroge à où trouver, en fait, la question aussi, c'est qui le cherche? Qui cherche ce matériau? J'entends par là qu'une partie de nos acteurs, alors déjà, les acheteurs, en tout cas sur CycleUp, sont plutôt, largement majoritairement des entreprises de construction. Le cas d'Eric est un peu particulier, en tout cas, il a suscité tout ça, mais au final, c'est l'entreprise de pose, l'entreprise qui remet en œuvre, qui doit, comme d'habitude dans l'acte de construire, prendre la responsabilité de la pose du matériau. Donc c'est finalement elle qui va acheter, c'est elle qu'on va devoir, comment dire, obliger, enfin pas obliger, qu'on va devoir convaincre. Voilà, c'est plutôt ça. Et ces entreprises, elles sont très diverses, vous le savez, hein, ça va de la boîte unipersonnelle, artisan, jusqu'à la boîte de construction de taille mondiale. Et l'idée est ça de se dire, c'est pas la même approche pour chacun. Très tôt, les artisans sont appropriés CycleUp en termes d'opportunités. Je cherche un matériau, je vais sur CycleUp, je trouve les 2 robinets dont j'ai besoin, je les achète, sachez-le, le dimanche après-midi, je vais les chercher le lundi. Au lieu d'aller chez Casto Merlin et la plateforme, je vais, sur un chantier de déconstruction chercher mes 2 robinets. Je les mets en œuvre le mardi et puis tout se passe bien. Je ne sais pas ce qui est dit auprès de leurs clients finalement. Je peux pas dire que je m'en moque, hein, mais c'est vraiment leur affaire et s'ils ont réussi à le remettre en œuvre, c'est qu'ils ont pris la responsabilité de le remettre en œuvre. Donc cet aspect d'opportunité immédiat, c'est une partie de notre travail. C'est une partie, je cherche, j'ai un besoin immédiat, je cherche sur CycleUp, je trouve, je vais le mettre en place. À l'autre bout de la chaîne, il y a ces acteurs beaucoup plus importants en termes de quantité voulue, en termes de durée, en tout cas, c'est-à-dire j'ai besoin non pas de 3 mitigeurs, mais de 3000, et pas pour demain, mais dans 18 mois. Et là, le sujet du sourcing, il est très différent. Il implique, on va dire, une gestion beaucoup plus longue. Et le cas d'Eric, finalement, c'est un intermédiaire entre les deux. Je ne vais pas dire qu'il n'y avait pas 3000, mais c'est un gros sujet où chercher le gisement, finalement, ne suffit pas. Et là, se mettent en place différentes manières de gérer. C'est-à-dire que la plateforme, aujourd'hui, elle se retrouve comme étant finalement une finalisation de cette commande, mais tout le travail se fait finalement en back-office. Quel type de gisements sont recherchés, pour faire quoi? Et c'est des 2 types d'acteurs. Alors, il n'y a pas 2 types d'acteurs, il y a un continuum entre ces 2 types d'acteurs sur les recherches. Les artisans vont être capables de prendre leurs risques sur la remise en œuvre des matériaux. Donc, voilà, voir si une porte, si un parquet, qu'ils vont chercher sur un chantier va être apte au réemploi, hein, finalement, ils font ça. Un acteur qui va vouloir, comme Eric, 1000 m² ou 3000 ou 50 000 de chemin de câble ou je ne sais quoi, lui, il va avoir besoin d'un matériau qui aura passé certains caps, certaines validations, certains contrôles en tout cas. Et donc, ce qu'il va rechercher, c'est finalement un produit prêt à poser. Alors, c'est pas un nom très joli aujourd'hui. On cherche en termes de vocabulaire à trouver un meilleur mot à tout ça. Mais c'est de dire qu'est-ce qui va le mieux s'adapter à l'acteur qui achète. Voilà. Entre un produit que j'achète où je sais que je vais avoir du travail derrière, j'ai une expérience sur les réemplois, je sais que c'est pas la même chose exactement que de poser du neuf, à un acteur qui dit: «Moi, je veux le poser comme du neuf. Faites ce qu'il faut entre les 2». Et donc là, il y a une histoire de coût, une histoire de quel effort on met sur le matériau. Et donc là,
par rapport au benchmark qu'a fait Juliette sur les plateformes, finalement, on n'est presque plus intermédiaire. On n'est pas seulement intermédiaire de vente, mais c'est qu'à un moment, on se retrouve finalement à prendre des responsabilités sur tout l'acheminement, voire un rôle de fournisseur. C'est-à-dire que le matériau qu'on va livrer, eh ben, il va être, si c'est de la moquette, en carton, prête à poser. Ben oui, elle a été vérifiée, nettoyée, shampouinée, revérifiée. Si c'est du faux plancher comme Mobus, elle a été reponcée, la planéité a été vérifiée, etc., etc. Et si c'est une structure métallique complète, ben, il y a quelques étapes de requalification qui ont dû être nécessaires afin de garantir tout ça. Voilà, donc le message, c'est dans le sourcing aujourd'hui, il y a vraiment le matériau initial, à qui est-ce qu'il s'adresse. Nous, notre travail, ça va être ça. Et ensuite, de regarder l'expression de besoin, qui est l'autre pendant de notre activité. Une plateforme comme la nôtre, elle accueille à la fois des gisements, et c'est très important. Et où trouver le gisement, finalement, on pourrait répondre de manière assez simple qu'une plateforme comme la nôtre, elle veut se placer à l'intersection de deux entonnoirs. D'un côté, accueillir l'ensemble des matériaux disponibles, alors avec les diacs PEMD, avec voilà, toutes sortes d'éléments, en tout cas voir les gisements. Et de l'autre, ça va être de dire, je vais avoir accès à énormément de besoins. C'est-à-dire que des acteurs nous appellent pour dire, moi j'ai tel et tel besoin et j'aimerais que vous puissiez m'aider à le sourcer. Et finalement, notre travail aujourd'hui, avec d'autres, avec des partenaires, il va être de dire, entre le gisement où il est et où on l'a rendu visible pour les acheteurs et l'endroit où il va être remis en œuvre, finalement, c'est de regarder l'ensemble des étapes qui vont être nécessaires. Et donc là, juste pour finir là-dessus, hein, je vois que je suis quasiment aux 20 minutes, Juliette. L'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a pas la panacée. Alors Eric en a parlé, c'est pas si simple, on va dire, de notre côté aussi, hein, vous dire que c'est pas si simple, ça dépend vraiment des demandes. Et aujourd'hui, le marché, est extrêmement divers et qu'il va être nécessaire aussi d'avoir une collaboration intense entre les différents acteurs. Nous, à notre niveau, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on cherche des gros gisements, des grosses demandes, eh ben, il manque certains acteurs, il manque certaines briques pour pouvoir répondre favorablement, facilement, en toute sécurité et garantie à certains acteurs comme Eric derrière. Et donc parfois, CycleUp se positionne un peu plus loin qu'un simple intermédiaire. Parfois, il vient à acheter les matériaux pour les sécuriser. Parfois, il fait lui-même le nettoyage, le reconditionnement. Parfois, il fait appel à des Articonex derrière aussi pour les stocker, pour les préparer, pour voilà, les conserver. Donc ça peut être tout ça. Donc ce qui vient peut-être un peu flouter le schéma que je veux vous dire. Voilà, moi je voulais m'arrêter là, vous dire que, alors c'est pas tant pour vous donner des références, mais c'est important aussi de voir que sur les gisements, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut croiser les opérations. De l'hôtellerie de luxe peut approvisionner aujourd'hui du logement social, c'est ce qui se fait beaucoup. Et puis voilà, c'est ce que je vous disais, mais je vais pas les détailler, je vais m'arrêter là. On a aussi des entrepôts, finalement, on est obligé de le faire, hein, c'est 10 de notre activité, de flux, mais c'est nécessaire. Et puis on doit aussi faire, toujours continuer sur de la formation des acteurs et de l'acculturation. Et aujourd'hui, pour vous donner deux ordres de grandeur, les commandes sur CycleUp de gisement vont de quelques euros ou 0 € quand c'est du don, à quelques centaines de milliers d'euros de commandes qui sont faites. Donc, pour terminer, moi, le mot, c'est de dire, comme Eric, hein, finalement, le réemploi, c'est pas si simple. Par contre, ça marche, ça se fait. Et l'idée, c'est bien d'anticiper tout ça et de prévoir tout ça, ne pas croire que tout va tomber tout cru en fait derrière. Mais ça paraît évident, je pense, pour vous tous. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent et Eric, pour cette présentation très claire. Avant de prendre les questions qui commencent à arriver dans le chat, moi déjà, je tenais à te féliciter, Eric, de cette persévérance, parce qu'effectivement, on voit que la première fois, elle n'est pas si facile que ça, mais c'est que visiblement, c'était quand même pas non plus, enfin, ça t'a donné envie quand même de continuer. Et je trouve que voilà, il faut savoir passer ce premier cap à chaque fois qu'on met en œuvre pour une première fois. C'est jamais évident, mais c'est pas pour autant qu'il faut renoncer. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui avancent avec les assureurs, avec les bureaux de contrôle. On a vu que c'est revenu plusieurs fois dans vos présentations et effectivement, ce sera l'objet d'une réunion qui aura lieu le 17 novembre où on mettra autour de la table des assureurs et des bureaux de contrôle, des retours d'expérience en faisant un focus plus particulièrement sur cette question assurantielle, garantie, etc. Moi, j'avais quand même quelques questions pour toi, Eric. Déjà, un ressenti, les acquéreurs, comment ils ont accepté finalement ce parquet de réemploi? Alors moi, personnellement, je trouve que c'est juste génial d'avoir le charme de l'ancien dans du neuf, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde.
Alors déjà, c'est vrai que c'était quand même important de faire cette première opération en habitat participatif parce que on avait du coup, dès la conception, des personnes qui étaient impliquées dans le sujet et qui entendaient bien qu'il y avait une part de risque, d'aléa, qu'on n'était pas forcément au clair sur la manière dont ça allait se passer. Et qui ne savaient pas du coup quel type de parquet elle aurait de poser à la fin. Ce qui nous simplifie beaucoup les choses aujourd'hui, c'est que du coup, on peut montrer du parquet posé et dire, ben voilà, ça ressemblera à ça, à des acquéreurs plus traditionnels et du coup, travailler sur ces questions-là de manière plus simple. Le ressenti, il a été variable. Alors, c'est sûr qu'au tout départ, ils ont un temps d'adaptation sur le fait que c'est ce qu'on voit sur la photo en bas à gauche. Hein. C'est un parquet ancien, il ne s'est pas rétracté de la même manière à tous les endroits. Donc, on a des interstices entre les lames, mais exactement comme quand vous rentrez dans n'importe quel logement avec un parquet ancien. Et donc, il aura fallu, et heureusement qu'il venait en chantier, un temps d'adaptation pour bien comprendre ça. Et au final, ils sont extrêmement contents du rendu du sujet, sachant que ceux qui n'en voulaient pas pouvaient ne pas prendre de parquet de réemploi. Mais tous ceux qui ont fait le choix du parquet de réemploi sont super contents du rendu. Ce charme c'est ce qui manque normalement dans un logement neuf, c'est la question de la patine, de l'histoire, enfin voilà, et ça donne du coup une odeur très particulière, une ambiance très particulière au logement. Merci beaucoup, Eric. Vincent, je pense que cette question-là est plutôt pour toi. Une question d'Isabelle Morel de la FFB que je salue au passage. Une question par rapport aux liens que vous pouvez avoir avec les négociants, notamment par rapport à ce qui va être obligation de réemploi en lien avec l'arrivée de la REP bâtiment, responsabilité élargie du Oula, producteur. ce serait un vaste sujet. La REP a créé un Big Bang, en tout cas dans la façon de voir les gisements, de les orienter, etc. Donc, j'ai vu dans le chat, hein, on est peut-être un peu négatif là derrière. Moi, je suis très très positif, en tout cas sur la direction que ça prend. La REP va nous permettre d'avoir un nouvel acteur qui va permettre de structurer tout ça. Le lien avec les négociants, qui va être un peu le même que celui qui est avec finalement même les fabricants, pour aller plus loin. C'est depuis quelques années beaucoup de curiosité de leur part sur voilà comment ça se passe, qu'est-ce qui va se faire et en quoi je vais être contraint de le faire. Et donc les négociants passent par nous déjà pour éliminer parfois une partie de leur stock dormant, hein. Le réemploi, c'est aussi de dire un matériau qui devait finir à la benne, aujourd'hui peut avoir finalement une deuxième vie. Donc ils peuvent passer par nous pour, oui, déstocker ou mettre en valeur une partie d'un stock qui commence à leur coûter très cher. Et puis après, derrière, c'est qu'ils vont avoir l'obligation de récupérer une partie des matériaux. Et de là, on discute beaucoup avec eux, mais c'est assez préliminaire parce que vous savez, hein, les éco-organismes ont été validés la semaine dernière, seulement les premiers, et qu'ils doivent faire 5% de réemploi, mais ça veut dire qu'il y a 95% des choses qu'ils doivent quand même regarder, qu'ils doivent traiter avant ça. L'idée est de voir comment est-ce qu'on va pouvoir, avec eux, traiter une partie des matériaux les matériaux retournés finalement par leurs clients et les orienter au mieux. Et donc là, ça passe aussi par des plateformes physiques, par du tri, par de l'orientation. Mais voilà, stratégiquement, en tout cas de notre côté, c'est un gros levier de prospective et d'évolution de ce qui va se passer dans les prochains mois, probablement. Oui, on peut presque essayer de positiver en disant que la REP finalement va aider à la structuration, ou en tout cas accélérer la structuration peut-être de cette filière du réemploi. Ouais, tout à fait. Après, il y a d'autres mauvais, enfin pas mauvais, mais il y a des effets de bord sur le fait que les matériaux vont pouvoir être mis en déchetterie, les matériaux professionnels vont pouvoir être mis en déchetterie gratuitement, enfin récupérés gratuitement par les éco-organismes, qui fait qu'on a aussi certains effets pervers qui font que le réemploi est peut-être moins économiquement viable sur certains types de produits. Voilà. Mais je pense que c'est un épiphénomène par rapport au reste qui est de dire aujourd'hui, on est en train de massifier largement et la REP, les éco-organismes vont nous aider largement à tout ça. Là, on est convaincus. Donc, je pense que ça sera l'occasion peut-être d'un prochain webinaire à part entière sur cette question-là. Eric, je pense que celle-là, elle est plutôt pour toi. Une question de Rafika qui est architecte sur est-ce que vous avez fait des estimations du temps
en plus ou pas que vous avez dû passer lorsque vous mettez en œuvre du réemploi? Alors bon, sur la première, on aura bien compris qu'il y a beaucoup plus de temps. Après, maintenant que vous êtes peut-être un peu plus rodé, à combien est-ce que vous estimez finalement ce temps en plus? Est-ce qu'il y a un prorata par rapport à la surface? Alors, plus le chantier est petit ou plus il est grand, est-ce que c'est proportionnel? Entre... Alors, c'est compliqué parce qu'il y a un vrai effet d'apprentissage. Pour le coup, ça c'est sûr. Je pense qu'aujourd'hui, on sera beaucoup plus efficient. Et puis, alors, c'est aussi des choses qu'on a appris en maîtrise d'ouvrage et qui sont peut-être moins retombées sur la maîtrise d'œuvre. Aujourd'hui, avec un vrai travail préalable sur le parquet qui permet quand même de l'assembler de manière beaucoup plus rapide, je pense qu'on se rapprochera d'un temps pour l'entreprise qui sera pas équivalent, mais qui ne sera pas forcément beaucoup plus long en mise en œuvre pour l'entreprise. Nous, en suivi de chantier, je pense que ce n'est pas forcément beaucoup plus complexe dans la mesure où, dorénavant, on a pris en charge l'idée que c'est nous qui allons gérer le stockage et le retraitement. On a mis en place des partenariats et on fait en sorte de demander les gisements à Cycle Up et nous d'être en mesure de gérer la suite et de transmettre à l'artisan le parquet propre. Donc, ça veut dire que pour la maîtrise d'œuvre, finalement, il y a un temps supplémentaire peut-être en ACT pour trouver les partenaires entreprises qui vont pouvoir poser le sujet. Et il y a un tout petit temps quand même en conception qui n'est pas si simple que ça, d'adaptation à la gestion. Si je prends l'exemple du parquet, des différentes hauteurs de seuil, enfin bon, voilà. Après, je pense que cet effet d'apprentissage, il est renouvelé sur chaque nouveau produit que vous faites, parce que sur chaque nouveau produit, eh ben, vous ne trouvez pas les mêmes problématiques, pas les mêmes surprises, et donc vous avez, on va s'attaquer à la faïencerie, enfin pas à la faïencerie, à tout ce qui est équipement sanitaire là, sur un projet. Je pense qu'on va découvrir des nouvelles choses et que ce sera un nouvel effet d'apprentissage. Voilà. Sur lesquels vous pourrez capitaliser. Juste Juliette, c'est vrai que là, on a parlé beaucoup du parquet, mais parlons de dalles de moquette, parlons de chemin de cap, parlons d'autres éléments qui, parfois, quand c'est une structure métallique, peuvent demander énormément plus de temps, de travail, d'études, etc. Et d'autres, finalement, autant. Enfin voilà, donc la vraie réponse, c'est ça dépend. Malheureusement, c'est la vraie réponse. Et je pense que ça rejoint aussi la question, on ne l'a pas encore eu, ou je ne l'ai peut-être pas encore vu passer, sur le coût. En règle générale, nous, dans le groupe de travail qu'on a chez Novabuild, les quelques retours qu'on a eu, c'est que ça s'équilibre sur des lots où ça va coûter plus cher et des lots où ça va coûter moins cher. Et je pense que peut-être en temps, on a peut-être aussi cet équilibre qui peut se faire au sein des opérations. Une question de Maëlle, architecte. Donc, je pense que c'est peut-être plutôt pour Cycle Up sur l'approvisionnement et l'impossibilité parfois de fournir certains matériaux, comme par exemple du bardage métallique ou une charpente métallique. Et il complète sa question en vous demandant à Cycle Up, est-ce que vous êtes en capacité de répondre à un lot fourniture de matériaux de réemploi au sein d'un marché public? Et est-ce que ça serait judicieux d'avoir ce type de segmentation où il vaut mieux laisser chaque lot se débrouiller en appro? Alors, vraiment, je suis désolé, hein, vraiment, ça dépend. Alors, deux questions. Il y a un gros travail à faire généralement qui avait été fait avec ICO et qui est un peu plus avancé aujourd'hui puisque les flux sont un peu plus avancés. Mais premier travail extrêmement technique, hein, du vert orange rouge sur un DPGF ou sur l'ensemble des matériaux qu'on cherche à avoir, se dire qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qui est compliqué de faire. Je pense qu'il faut le faire très vite plutôt que partir sur des idées toutes faites. Nous, notre analyse, elle se fait aussi sur les flux qu'on voit passer. Vous cherchez des portes, il y en a 478 en moyenne par mois, ça devrait être possible. Vous cherchez une baignoire pâte de lion, là, vous allez plutôt avoir, on en a vu 2 sur Cycle Up depuis 5 ans, donc c'est pas la peine. Donc ce premier travail, en tout cas, doit éviter des impossibilités in fine de, je souhaite faire 50 de réemploi sur tous mes lots. Ça, c'est la fausse bonne idée, en tout cas. Donc un travail avant, avec la maîtrise d'œuvre, avec la maîtrise d'ouvrage, de ce qu'il est possible de faire. Et donc après, derrière, il y a plein de façons de le gérer. Et dans la deuxième partie de la question, il y a 2 sujets: fourniture, lot double zéro, fourniture de matériaux et de réemploi. Certains chez nous, ils sont très, très favorables, hein. Hugo, il adore faire ce genre de choses.
Et on peut se positionner comme ça de notre côté. Je pense quand même qu'il est important de se dire, il ne faut pas venir bouleverser l'acte de construire classique. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que chaque entreprise, c'est un peu un vœu pieux, hein, mais progresse et aille progressivement vers une capacité à gérer des matériaux de réemploi. Donc, la fourniture de matériaux de réemploi, oui, on peut le faire. Oui, ça peut être nécessaire sur certaines opérations de venir centraliser tout ça. Ce n'est pas du tout une obligation. Donc chaque niveau est important. Ce qui est important, et là encore le cas d'Eric est intéressant, c'est qu'il faut avoir la volonté, le suivi de chaque côté. Il ne faut pas se refiler la patate chaude de dire c'est vous entreprise, démerdez-vous maintenant, etc. S'il y a bien cette continuité, je veux dire tout se passe bien. Et dans la deuxième partie de question, il y avait l'histoire du marché public. Et là, ça change aussi les choses. Le marché public, la commande publique est censée voilà, pousser tout ça. La réalité est aussi aujourd'hui que il y a beaucoup de frilosité et de la même manière de manque de retour d'expérience sur ces sujets-là. Donc, on travaille beaucoup avec la commande publique. L'acheteur public, en tant qu'acheteur de matériaux de réemploi, en tant que vendeur de matériaux de réemploi, ça pose des problématiques très, très spécifiques. Et pour spolier la réponse, hein, c'est de la même façon, hein, ça se fait, ça peut se faire, ça demande, pareil, un petit peu d'études, un petit peu de mise en route. Mais voilà, je suis désolé qu'il n'y ait pas ces réponses fermes et claires, mais la fourniture de matériaux de réemploi, ce lot proprement dit, peut être une bonne solution dans certains cas, et puis finalement un peu complexe dans d'autres cas. Donc vraiment, c'est un choix qu'on va faire, mais enfin qu'on va faire, que le maître d'ouvrage doit aussi faire avec sa maîtrise d'œuvre à un moment donné pour dire, dans ce cas particulier, qu'est-ce qui est la meilleure solution et qu'est-ce qu'il est, enfin, voilà, le plus adéquat de faire. Voilà. L'idée de ne pas venir déresponsabiliser chacun en disant, il y a un lot qui s'occupe du réemploi, moi c'est pas mon histoire en tant qu'entreprise, ce serait la fausse bonne idée, quoi. Voilà. Merci. On a pas mal de questions. Je suis désolée, on va peut-être pas avoir le temps de toutes les prendre. On avait une question un peu plus technique. Alors Vincent, je vais te demander juste d'être assez concis. Ouais. C'est Louis du CEREVA qui demande comment est-ce que vous évaluez les émissions de gaz à effet de serre évitées? Tu en as En parlé gros, au début de ta présentation. on se plug sur les bases Ignès et sur le bilan carbone de l'ADEME. En gros, pour faire simple, en bas de notre site internet, ça vous oblige à aller sur le site internet, il y a une petite note de bas de page qui met une note de calcul. Donc vous voyez notre façon de calculer. Il n'y a pas de méthode standardisée pour faire l'évaluation du carbone. On a notre méthode, elle n'est pas fausse, elle n'est pas complètement vraie, mais en tout cas, vous pouvez la regarder directement sur le footer de notre site internet. Et puis ça donne un ordre d'idée et c'est déjà ça. Sur la question de rassurer les clients sur la qualité des matériaux de réemploi, bon, je pense, Eric, que tu en as déjà, t'as déjà répondu en partie à cette question. Par contre, la deuxième partie de la question, est-ce qu'il manque des acteurs pour réaliser les requalifications? Ou est-ce qu'il y a des acteurs qui font de la requalification? Alors, ça dépend ce qu'on entend par requalification. Il y a à la fois l'aspect très technique de faire des tests sur certains matériaux, hein. Une porte coupe-feu, j'achète une porte coupe-feu sur CycleUp, qu'est-ce qui me prouve qu'elle est coupe-feu? Parfois, il faut réaliser des tests dessus si on veut être sûr de ça, pour le contrôleur technique, pour l'assureur, etc. Et puis, derrière requalification, il y a peut-être reconditionnement, c'est-à-dire qu'un certain nombre de matériaux ne peuvent pas être directement pris sur un chantier et remis en œuvre sur un chantier, hein. C'est ce que disait Eric. Sur le parquet, il y a peut-être besoin d'un partenaire entre deux qui va préparer ce parquet pour le mettre en œuvre. Et là, clairement, la réponse est non. Il y a une somme incroyable de matériaux. Il y a des acteurs de taille moyenne, en tout cas, qui se sont créés ces dernières années. Il manque aujourd'hui ces acteurs qui nous permettent de répondre à des très grosses commandes. Voilà. Donc le marché est en train de progresser, mais nous, le gros de mon travail aujourd'hui, c'est de susciter des nouvelles usines de fourniture de matériaux de réemploi neufs. Voilà, phrase visiblement un peu bizarre, mais c'est bien comme ça. Il faut qu'on suscite ces nouveaux acteurs sur le marché, il n'y en a pas assez. Et on fait presque le lien avec la seconde partie parce que je pense qu'Emmanuel va l'aborder dans sa présentation. Et sachez en tout cas qu'on organise une réunion présentielle à Nantes le 4 octobre où cette question justement de la requalification sera abordée. Je vous propose de finir cette session de questions-réponses avec la question toujours un petit peu délicate du coût. Et Samy qui nous demande l'effet sur le prix pour l'habitant. Est-ce qu'il y en a un? Et est-ce que c'est une question de leur part aussi? Est-ce qu'ils se posent la question? Est-ce qu'ils vous posent la question? Ça a été forcément une question de leur part. Nous, quand on est rentré dans le sujet, on leur a dit on ne va pas chercher à gagner de l'argent, on va chercher à faire du réemploi. On verra ce qui se passe à la fin. La seule chose qu'on s'est dit, c'est que ça ne pouvait pas être plus cher que le neuf. Qu'on n'accepterait pas que ce soit plus cher que le neuf. Et que sans doute, il faudrait qu'on partage le gain financier avec l'entreprise pour qu'elle se lance dans le sujet. Et c'est un peu ça qu'on a fait en fait.
Super. Heureusement, parce que sinon, ça aurait été dur pour l'entreprise, je pense. Oui, je pense aussi. Et Juste après, derrière Juliette, juste ça dépend de qui on parle de l'habitant. Il y a le locataire, il y a l'investisseur, il y a le propriétaire du bâtiment. Parfois, ils cherchent un coût en euros, parfois ils cherchent le carbone économisé, parfois ils cherchent plein de choses. Enfin, je pense qu'il y a un bon alignement de planète aujourd'hui sur ce que cherche l'utilisateur final, le locataire, l'investisseur, l'habitant. Enfin voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous restez avec nous s'il y a d'autres questions de toute façon. Merci, messieurs. Et tout de suite, on va passer à la deuxième partie de cette présentation avec Emmanuel Morel d'Articonex, qui va donc nous présenter, non pas le pendant, mais une solution complémentaire qui est plutôt une plateforme physique illustrée de quelques retours d'expérience et même de perspectives, je crois, Emmanuel. Je te mets ta présentation et puis c'est parti pour 20 minutes. On se retrouve tout à l'heure pour la session de questions-réponses. Merci Juliette. Puis c'est intéressant de passer aussi derrière Vincent et Eric. Nous, c'est assez simple. Où trouver les matériaux, c'est dans notre entrepôt. Quand je dis ça, ça paraît simple, mais en fait, ça correspond aussi au fait que on ne fait pas beaucoup de sourcing de matériaux et on va récupérer les matériaux de réemploi uniquement sur les intérêts qu'on a sur beaucoup de diag ressources qu'on récupère et sur lequel justement il y a des engagements de notre part quand il y a une dépose méthodique. Ça, c'est assez important parce que on étudie beaucoup de diag ressources et évidemment on ne prend pas la totalité des matériaux disponibles sur un chantier de dépose. On passe notre tour aussi sur un certain nombre de matériaux ou de chantiers. Et il y aura aussi encore une différence entre ce qu'il y a pu y avoir d'indiqué sur le diag ressources, ce qui va être déposé proprement et ce qui va arriver jusqu'à chez nous. Donc la réponse est quand même assez simple, c'est vraiment, nous, on est capable de vendre uniquement aujourd'hui ce qui est présent dans notre entrepôt. Le sujet du réemploi, on en parle souvent avec Juliette, c'est qu'est-ce que le matériau de réemploi? Alors le plus simple, ça va être le réemploi de déconstruction. On va dire que c'est la ligne du bas dans notre petit tableau. C'est dès qu'il y aura une première vie, ça c'est très facile de dire qu'on fait du réemploi. Nous, on va avoir une spécialité autour du bois et aussi sur tout ce qui est matériaux des bâtiments tertiaires, de bureaux principalement. Mais on a, nous, dans notre activité d'Articonex, quand on a lancé nos premiers entrepôts il y a 1 an et demi seulement, une idée d'avoir plus qu'une question écologique ou de réemploi uniquement des constructions, une idée de comment on détourne de la benne un maximum de matériaux. Et il est fréquent, malheureusement, qu'une petite partie des matériaux, des industriels, des distributeurs, des artisans, finissent à la benne. Donc nous, on a une réflexion qui est beaucoup plus large que ce qui est, on va dire, de toute la liste qui a été citée par Juliette et qui concerne très souvent uniquement les matériaux de réemploi de déconstruction. Et à ce titre, on a, et d'ailleurs, pour être très clair, ce qui nous fait vivre, c'est pas le réemploi de déconstruction, et Vincent pourrait le dire aussi, c'est pas ce qui fait forcément vivre sa société. On a vraiment un gros sujet autour des matériaux neufs. Et dans ces cas-là, on va travailler autant avec donc sur les matériaux déclassés. Les matériaux déclassés, ça va être des matériaux neufs sur lesquels il y a juste la boîte peut être abîmée, ou alors celui qui le détient n'a vraiment pas d'intérêt à le garder au fond de son entrepôt. Et dans ces cas-là, nous, on rachète très souvent, et parfois même on nous donne ces matériaux qui peuvent déranger un peu les entrepôts. Et dans l'idée de le revendre à bas prix sur le fait pour que ça soit intéressant pour tout le monde. On va travailler aussi avec certains industriels, et on en parlera après un peu plus précisément avec Veolia, qui peut nous flécher certains matériaux qui n'ont rien à faire dans une benne alors qu'ils sont encore en très bon état. On travaille, et d'ailleurs je pourrais vous donner des références, là où je viens de parler de Veolia, en termes de distributeurs, on travaille beaucoup avec Foussier, on commence à travailler avec Le Galet, la plateforme du bâtiment. Donc là on va être vraiment celui qui va être l'exutoire des matériaux neufs dont ces distributeurs n'ont pas besoin. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que tout irait à la benne, mais une petite partie au moins, et ils vont avoir une certaine difficulté à vendre un peu ces fins de lot ou ces changements de collection. On va travailler avec certains distributeurs aussi de parquet, par exemple. On travaille très bien avec un distributeur rennais qui, dès qu'il a un changement de collection, nous permet de lui racheter la fin de ses produits. Lui, il est très content, il gagne beaucoup de place dans son entrepôt et tous nos clients sont contents. Ce n'est pas forcément les mêmes que les siens. Et donc, on a un intérêt.
Et aussi, on continue à accompagner les artisans, tout simplement parce qu'Articonnect est né grâce aux artisans. Et on a participé à plusieurs on va dire, retraites d'artisans qui, si on n'est pas là, tout finit à la benne. Donc, on a ces trois types de matériaux-là. Le réemploi pur et dur, ça, on va dire, c'est le réemploi de déconstruction, mais on n'oublie pas du tout tous les autres matériaux qui sont souvent mis à la benne, ou en tout cas pas dans les bonnes mains en termes de revente. Nous, très simplement, hein, on est d'abord un négoce et revente de matériaux. Ça n'empêche que voilà, on a créé vraiment ces entrepôts magasins dans l'idée, d'ailleurs aussi pour vendre aux pros et aux particuliers, pour être le lieu où on stocke ces matériaux un peu parfois étonnants dont personne ne veut, et évidemment les revendre. Donc ça, c'est où les trouver. Alors, on a 3 entrepôts. Il y en a quand même pas mal j'ai vu dans la liste qui nous connaissent bien. On a Orvaux qui a ouvert 1 an et demi, Saint-Plus-sur-Loire il y a quelques mois, et on vient d'ouvrir à Vannes. Nous, tout l'intérêt est dans notre mission, en sachant que moi, je suis un entrepreneur, je ne suis pas du monde du bâtiment. C'est comment on développe un réseau d'établissements dans lequel on va réussir à faire du stockage de ces matériaux et de la revente. Et donc, on a des territoires qui sont très intéressés pour évidemment qu'on suive notre croissance sur diverses agglomérations. Voilà. Alors, moi qui suis un entrepreneur, pour vous dire quand même quelques chiffres, on avait travaillé sur les volumes, on avait beaucoup travaillé auprès des artisans pour essayer de les interviewer et de comprendre. Donc, quand je parle des artisans, je ne parle même pas du monde du bâtiment, mais on avait calculé qu'il y avait environ 4 à 5 000 euros de matériaux neufs par artisan qui étaient mis à la benne. Il peut y avoir des montants plus élevés quand on parle de menuiserie, uniquement parce qu'une porte est légèrement rayée ou qu'il y a un problème de râle. Et sachant qu'ils sont 600 000 en France, entre entreprises artisanales et de production, on est quand même à pas loin de 3 milliards d'euros de matériaux qui mettent à la benne. J'ai souvent tendance à dire, même si je me trompe de moitié, ça fait quand même des volumes gigantesques. Et donc ça, c'est pas possible. Le monde du bâtiment, nous, on a calculé qu'il y avait à peu près 40 milliards d'euros d'achats de matériaux pour la construction. Encore une fois, il y a forcément ne serait-ce qu'un tout petit 0,1% qui part à la benne, et on est encore sur des volumes monumentaux, que nous-mêmes d'ailleurs tout seuls on ne saura pas forcément traiter. Mais depuis maintenant quelques années, on a appris à discuter avec ces grands distributeurs, constructeurs, etc. Pour réussir à revendre ces matériaux, parce que c'est pas forcément toujours très simple, on a tout simplement un site internet sur lequel on est connecté en temps réel. Alors ça paraît tout simple, mais quand on vient du monde, voilà, je n'étais pas du bâtiment et pas de la logistique, c'est quand même un peu une prouesse technique qui est d'ailleurs que moi-même j'ai pas fait, qui a été fait en interne et qui est quand même toujours intéressant. Il faut quand même bien comprendre que nous, on n'achète pas sur catalogue. On n'est que là pour récupérer et acheter des stocks des autres. Donc, il y a une vraie complication à mettre à jour très régulièrement nos stocks. Et pour aller un tout petit peu plus loin sur la communication, on a une grande partie de nos annonces qui sont sur le Bon Coin, comme en parlait tout à l'heure Juliette, pour justement mettre nos annonces en ligne parce que tout le monde recherche sur le Bon Coin. Malheureusement pas encore sur Cyclope, mais on avance avec Vincent justement sur le fait qu'on puisse mettre un certain nombre de nos produits sur leur site aussi, parce que c'est des bons vendeurs et ils connaissent quand même beaucoup de clients. Et ça, c'est un peu nos moyens de communication. Mais, et pour être très transparent, on a même changé notre méthode de vente. On a arrêté de faire du paiement en ligne pour le faire uniquement en réservation et venir payer sur place, parce qu'il y a quand même un vrai attrait à voir les matériaux avant de les acheter. Et ça lève pas mal de doutes et ça nous a permis d'augmenter les réservations qui se passent par Internet. Donc ça, c'est l'Articonnect d'aujourd'hui. Je vais vous présenter 3 cas concrets avec vraiment un vrai sujet concernant... de notre part, on a dû monter en compétence de la dépose à la pose pour qu'on puisse être des bons revendeurs de matériaux de réemploi. Ça paraît étonnant, parce que d'ailleurs Vincent l'a très bien décrit aussi, hein. Lui c'est une marketplace où il vend des matériaux, mais il est quand même obligé de connaître un très très grand nombre de choses concernant toute la vie du matériau, beaucoup de documentation pour savoir le vendre, en particulier pour que les acheteurs viennent en confiance acheter sur leur site ou dans notre entrepôt. Et pour ça, il faut qu'on ait des très grandes compétences. On ne peut pas être juste un simple négoce qui fait de l'achat-revente sans vraiment réelle connaissance technique des matériaux.
Ce que je voulais rajouter avant de commencer justement ces 3 cas concrets, c'est on est en construction d'un écosystème très collaboratif, en particulier en Pays de la Loire, où on peut vraiment échanger énormément sur les connaissances, sur l'avancée justement de chacun du réemploi. Alors je l'étends aussi un peu à Cycle Club, dont je parle beaucoup, mais on a déjà échangé quand même pas mal de fois ensemble justement sur le réemploi, et on a tous intérêt à construire ensemble le réemploi de demain pour que chacun puisse avancer. On a le même sujet que Vincent, c'est-à-dire massifier le réemploi. Aujourd'hui, c'est très sympa, on fait quelques projets, on sait faire quelques centaines de mètres carrés de différents matériaux, mais l'intérêt majeur, c'est quand les promoteurs vont s'y intéresser sur plusieurs milliers. Et là, il faut qu'on monte en compétences. Et donc, un peu dans les 3 cas concrets que je vais vous développer, vous verrez qu'il y a différents partenaires qu'on a et qui sont évidemment très importants. Et aujourd'hui, chacun des partenaires, on va parler de la dépose méthodique, on va parler justement de la différente validation et requalification des matériaux. Chacun est aujourd'hui encore en train de monter en puissance. Et c'est passionnant justement que tout le monde aille dans le même sens. Il y a beaucoup de partage de connaissances et ça permet à tout le monde de grandir. Pour ce premier cas, c'est, on va dire, le cas qui nous a permis vraiment de nous lancer et d'avancer très régulièrement sur les matériaux. On a un partenaire principal en dépose soigneuse, en dépose méthodique. Il y a plusieurs termes, qui est Océan Insertion et en particulier Christelle, qui est Christelle Dion, qui est connectée, je crois. Merci à toi, Christelle. On a eu beaucoup de cas où on a pu réussir à participer à des chantiers des constructions en étant le maillon de la récupération des matériaux. Tout le travail qui a été fait précédemment, si personne ne les récupère, eh ben, tout s'effondre. Donc on a souhaité, nous, Articonex, prendre notre part du travail et être des preneurs de matériaux. Et donc on a eu au moins 3 chantiers avec eux où l'organisation mise en place par Christelle sur la dépose méthodique nous a sécurisé sur la qualité des matériaux. On est allé sur tous les chantiers, accompagner les équipes, les aider aussi à définir les plans de conditionnement pour sortir les matériaux. Sur les images, on va voir des rouleaux d'isolants sur la photo de droite. Ça, c'est des isolants de réemploi qui ont été réenroulés comme ils avaient été en neuf. Et ça nous a permis un stockage très efficace sur palette à dosseret. On a récupéré beaucoup de faux plafonds sur lesquels il y a eu une dépose soignée assez particulière parce que c'est quand même très fragile. Et ensuite, on utilise, c'est la photo de gauche, justement, notre petit camion benne qu'on a dû prendre pour être assez efficace dans la récupération de matériaux. Alors, on ne voit pas forcément très bien sur la photo, mais là, on parle de vitrage, récupération de vitrage. Voilà. Et donc, tout ça, ça va se retrouver dans notre entrepôt, principalement à Sainte-Luce, sur lequel on centralise les matériaux de réemploi. Et nos clients pour ces matériaux-là, ça va être autant du particulier, du petit artisan, ou parfois du promoteur qui a envie de tester. Alors, nous, on n'a très clairement pas de garantie particulière sur les matériaux. On est, pour l'instant, on verra après dans la suite de la présentation, sur des matériaux sur lesquels on est en test complet et nos clients finaux le sont aussi. Il y a beaucoup de nos clients qui vont, dans le cadre du réemploi, plutôt, même pour des particuliers, s'occuper de leur garage, s'occuper d'une petite cabane pour justement intégrer ces matériaux de réemploi. Les clients particuliers ou bricoleurs ont directement fléché ces matériaux vers des parties de leur maison qui sont sans risque ou qui sont en complément justement d'amélioration, d'isolation sur certaines parties. Donc encore une fois, ce qui était bien important dans ce slide, c'est comment on monte une opération ou des opérations avec plusieurs partenaires pour réussir à détourner de la benne. Alors là, il y a marqué environ 4,5 tonnes. Je pense que c'est vraiment le minimum qu'on a pu avoir là-dessus. On va avoir ensuite un deuxième cas qui est bien plus large avec Colas et Licam, justement, où on a récupéré des poutres lamellées collées de 11 mètres de long. Sur un chantier de dépose qui a eu lieu à Montaigu. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de bien plus massif. Ça a trouvé preneur à la mairie de Blain qui construit un matériau de réemploi. Donc ça, c'est aussi intéressant de comprendre qu'il faut réussir à trouver des partenaires de dépose massive et pour Elicam qui a permis de requalifier. On a eu autant des pannes que des poutres
Et ça, c'est des cas d'ailleurs qu'on développera dans pas très longtemps dans notre entrepôt, dans notre cas. Le dernier cas concret qu'on avait, c'était avec Veolia, où on va récupérer des matériaux qui sont plus de la chute d'industriels. Veolia ayant fait l'intermédiaire, c'est un peu tout à leur honneur, ils auraient pu faire payer assez cher pour détruire tous ces matériaux. Et donc là, on travaille avec eux pour qu'ils nous mettent en relation avec... c'est plutôt eux qui nous contactent en disant « Est-ce que vous voulez ce type de matériaux ?» Et là, on parle de contreplaqué 15 mm peuplier d'une très grande qualité. Ce sont des chutes qui sont suffisamment grandes pour en faire quelque chose. Et on a du coup pas mal d'artisans qui viennent nous accompagner, prendre ce type de matériaux. On peut citer les Grands Bois que je cite souvent, mais ils sont qui construisent beaucoup avec du réemploi et nous prennent des palettes entières. On avait récupéré 20 tonnes de ces matériaux il y a 3-4 mois et ils sont quasiment tous partis. L'intérêt aussi, c'est qu'on arrive à compresser les prix et à vendre ces très beaux matériaux à peu près à 3 €, je crois, la plaque, ce qui est petit et beaucoup de bricoleurs vont être intéressés par tout ça. Donc ça, c'est le réemploi d'aujourd'hui. C'est ce qui est présent dans nos entrepôts. Je vais vous parler un tout petit peu du réemploi de demain parce que l'intérêt, c'est beaucoup de se focaliser sur ce qu'a fini par dire Vincent, c'est-à-dire des nouveaux reconditionneurs. On a la chance d'avoir été lauréat d'un grand programme de l'ADEME et qui va nous permettre d'investir dans les 4-5 ans sur le réemploi et le développer par la requalification et reconditionnement. Alors, qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça ? On dit qu'on récupère des matériaux et on va arriver à revendre un matériau de réemploi comme si c'était un matériau neuf, c'est-à-dire avec des fiches techniques, avec les tests, avec des certifications qui vont être faites par des partenaires extérieurs. Alors, j'ai cité l'ICAM sur un certain nombre de matériaux. Je parlais aussi de Bois HD, et l'École supérieure du bois qui nous accompagne sur beaucoup des matériaux liés au bois, et différents intervenants type bureau de contrôle qui accompagnent aussi les projets pour qu'on puisse réussir à ce que aujourd'hui, et comme Eric le faisait, ils prennent lui la responsabilité de la pose entre guillemets des matériaux de réemploi, que ça soit aussi le fournisseur de matériaux de réemploi qui ait aussi sa part de responsabilité. C'est ce qu'on considère aussi qui va permettre aussi d'accélérer la prise de décision chez les maîtrises d'ouvrage et chez les maîtrises d'œuvre, c'est qu'il y ait évidemment les garanties qui soient derrière. Tous ces sujets avancent aussi très bien avec Allianz en particulier, avec qui on commence à discuter justement en termes d'assurabilité de nos futurs matériaux. Donc là, c'est le projet en général, comment on ouvre plusieurs établissements en particulier qui permettra justement de refaçonner du bois et qu'on puisse avancer sur tous ces sujets. Voilà le planning un peu de ce qu'on a. On est plus très loin d'avoir notre entrepôt qui est prévu en fin d'année et de lancer justement ce grand programme en partenariat avec l'ADEME sur la remise en état, la requalification, le reconditionnement des matériaux. Je passe un peu vite parce qu'on arrive à la fin. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, c'est vraiment la suite. C'est vraiment la suite de notre positionnement par rapport aux matériaux de réemploi, de déconstruction. C'est comment on prend notre part de responsabilité pour réussir à ce que les acheteurs soient intéressés par les matériaux. Et pour finir, c'est vraiment comment on massifie et on duplique un peu ce qu'on réussira à faire pour que les promoteurs, et on peut en citer quand même beaucoup, avec qui on travaille déjà, ça va de Gessina, Gibois, Réfage, là je parle de constructeurs, aussi Bouygues, vous êtes énormément à avancer sur toutes ces réponses et toutes ces recherches de matériaux pour réussir à avancer sur l'univers du réemploi. Aujourd'hui, on est uniquement en capacité de répondre à des tests. Demain, on veut pouvoir participer beaucoup plus loin à la pose de matériaux sur vos chantiers. Voilà, globalement, je pense qu'avec les questions, on pourra rentrer un peu plus dans pas mal de détails. Merci beaucoup, Emmanuel. C'était très clair et on a déjà pas mal de questions. Notamment une question d'Isabelle, donc de la FFB, donc ces adhérents qui sont des artisans et des entreprises du bâtiment, régulièrement font de la dépose notamment d'équipements sanitaires dans le cadre de rénovations lourdes. Et s'ils veulent que ces équipements soient réemployés, vers où ils peuvent s'adresser? À qui ils peuvent s'adresser en fait? Est-ce qu'ils peuvent venir te les déposer? Est-ce que mais parce que là, on parle de tout petits gisements, c'est-à-dire qu'eux, c'est sur de la maison individuelle qu'ils font ça. Alors, Isabelle parle d'un cas où j'ai déjà eu l'artisan au téléphone
et qui m'a appelé. Je vais être encore une fois assez transparent. Nous, on est une entreprise, on a vocation à vivre de ce qu'on fait. On a, en dehors des aides aux innovations qu'on a pu avoir de l'ADEME et aussi de la région, on a un vrai souhait de rentabilité sur ce qu'on fait. Et donc, on a créé énormément de cahiers des charges qu'on pourra partager sur le type de matériaux qu'on récupère, et les volumes, etc. Donc, malheureusement, j'ai oublié, je crois que c'est un artisan qui s'appelle Meyer qui est à Nantes. On a été très clair sur le fait qu'on ne peut pas forcément se déplacer pour quelques matériaux. Par contre, en accumuler dans un coin d'entrepôt, du moment que ça ne leur prend pas trop de place, on peut venir une fois de temps en temps les chercher. Encore une fois, il faut que ça soit en correspondance avec notre cahier des charges. Elle a pu déjà m'envoyer un certain listing. Nous, on peut, en complément, essayer d'indiquer ce que nous, on recherche en priorité. Aujourd'hui, on reste très, très ouvert sur les matériaux. Sur le fait qu'il peut y avoir des clients qui veulent des matériaux auxquels on n'avait pas pensé. Après, Eric et Vincent l'ont très bien dit, il faut qu'on étudie matériau par matériau, donc ça peut prendre un peu de temps. Mais c'est très important de pouvoir ne fermer aucune porte sur le besoin des clients finaux et ce que nous, on peut trouver. L'adéquation entre les deux est parfois pas simple du tout. Actuellement, les promoteurs veulent énormément de moquettes, de clair principalement, parce que c'est la mode. Sauf que c'est de la moquette foncée qui est déposée. Donc ça paraît simple, mais en fait ça ne l'est pas, même pour un carré de moquette. Donc il peut y avoir des petites choses comme ça sur lesquelles il faut qu'on ait vraiment une transparence avec chacun, que chacun ne perde pas trop de temps à garder des matériaux qu'on ne reprendrait pas, en sachant qu'on n'est pas les seuls. Mais nous, on avance sur du cahier des charges assez ferme, sur des tailles, par exemple, si on récupère du bois, des sections un peu particulières. Et alors j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais peut-être que ça sera justement un peu le rôle de ces matériothèques qui sont en train de se monter un peu partout sur le territoire et qui sont, pour certaines, adossées à des déchetteries. Et donc qui permettraient directement, en fait, à l'artisan qui fait sa rénovation, un seul et même point, d'avoir un côté déchetterie et un côté réemploi. Il me semble qu'il y a quelques projets comme ça. Alors nous, c'est pas notre positionnement d'être adossé, on peut les avoir pour partenaires, ça restera notre entrepôt dans lequel il y a la revente des matériaux. Encore une fois, ce qui est très important, c'est d'avoir un peu nos propres cahiers des charges et pas accueillir tout et n'importe quoi. Parce que globalement, les artisans, depuis toujours, font de l'emploi. Ils savent très bien ce qu'il y a de la valeur dans les entrepôts. Et s'ils veulent faire l'effort, ils peuvent le revendre sur le bon coin et ça se fait très bien. Donc on va accueillir un certain nombre de choses un peu différentes. Par contre, ce que ne sait absolument pas un artisan, c'est de quoi a besoin un promoteur et un constructeur pour des sujets plus massifs. Et dans ces cas-là, nous, on travaille par exemple déjà avec Accor, la chaîne d'hôtels, justement sur la récupération d'un certain nombre de lots. Et on peut considérer que ce qui a été posé dans leurs hôtels ont une certaine robustesse ou en tout cas ont une certaine capacité à être réparé et déposé facilement. Donc, on aura des prochains arrivages en collaboration avec eux pour justement réussir à récupérer d'abord des matériaux de qualité. Sans dénigrer Leroy Merlin au Brico Dépôt, nous on souhaite d'abord remettre sur le marché que des matériaux de qualité qui ont été fabriqués et produits dans une utilité de durabilité. Eh ben, écoute, je pense que ça rejoint un peu, en partie en tout cas, la question de Luxa qui, justement, te demande comment tu fais quand on te sollicite pour venir chercher un lot, comment tu fais pour juger si finalement ce matériau il va être réemployable ou pas. Par exemple, tu montrais les isolants tout à l'heure. Comment est-ce que tu sais que l'isolant finalement il est encore suffisamment de bonne qualité? Alors, comme je l'ai redit initialement sur un peu nous, comment on fait pour marcher, c'est-à-dire qu'on a dû atteindre une crédibilité pour savoir revendre. On a la même chose avec tous nos partenaires. La première fois qu'on travaille avec quelqu'un, et ben, évidemment, on va forcément aller sur place. Les chantiers qui sont dirigés par Christelle en particulier, on a une très grande confiance dans ce qui est fait et on sait que tout ce qui viendra de chez elle sera très qualitatif et répondra vraiment à nos cahiers des charges. Ça ne nous empêche pas d'aller sur chacun des chantiers. Donc il y a avant qu'il y ait une certaine récurrence aussi, parce que c'est plus intéressant pour nous qu'il y ait une récurrence et un travail régulier avec des partenaires, et ben on va échanger. Le plus simple parfois c'est déjà d'avoir un certain petit listing de matériaux, des photos, et on va y arriver. Ce que j'ai omis de dire, c'est que je suis quand même cofondateur d'une entreprise avec un associé qui est gérant de menuiserie depuis une dizaine d'années, menuiserie charpente, qui a fait des dizaines et des dizaines de chantiers, qui a une vraiment très grande science des matériaux,
que ça soit d'ailleurs dans la partie technique, mais aussi sur la pose. Et donc, comme il est en très bonne connaissance de la pose, il sait aussi déposer des matériaux. Et ça nous a permis parfois d'accompagner certains des constructeurs ou même Christelle pour lui dire ne te focalise pas sur tel matériau, c'est trop complexe à déposer, prends plutôt celui-là parce que c'est juste 4 vis. On a pu accompagner un peu certains, maintenant beaucoup sont montés en compétences, mais dans l'idée, c'est comment on accompagne chacun de nos partenaires et quand on en rencontre des nouveaux, on s'adapte et puis on discute. On va discuter de la même manière avec Christelle qu'avec des personnes de chez Colas avec qui on échange très bien et sur lesquelles il faut se mettre en place des méthodologies de dépose parfois un peu complexes, sur lesquelles ils nous demandent aussi notre aval dans l'idée de ne pas générer un problème sur le matériau futur. On voit bien l'importance effectivement de ce maillon de la dépose sélective qui est très important entre cette question de l'identification des gisements qu'on a traité la semaine dernière et cette question ce matin des plateformes où on peut trouver ces matériaux de réemploi. On voit bien qu'il y a ce chaînon qui est absolument indispensable entre les deux, comme tu as si bien rappelé. Question très pragmatique, est-ce qu'un bailleur social peut te solliciter en tant qu'AMO réemploi ? Nous ne faisons pas AMO réemploi, on n'est que vendeur de matériaux. Ça ne nous empêche pas de parfois se dire que tout ce qu'on partage doit valoir quelque chose, mais pour l'instant, on ne fait pas ça. Premièrement, on n'est pas là, nous, on n'a pas les compétences pour faire des rapports, passer du temps sur tous ces sujets. Il y a déjà un centre de diagnostic d'AMO réemploi qui se sont créés, particulièrement dans la région, il y en a des très compétents. Chacun son travail, mais c'est vrai qu'on discute énormément avec eux. C'est vrai qu'en parallèle du travail de l'AMO réemploi, c'est quand même nécessaire de savoir où sont les matériaux et quelle est notre connaissance aussi sur la remise en état, le reconditionnement ou la future pose des matériaux. Donc on va travailler en collaboration avec eux. Et Christine qui pose la question, je vous invite à me laisser un mail parce qu'au sein des adhérents de Novabuild, nous avons plusieurs AMO réemploi. Je serais ravie de partager leurs coordonnées avec vous. Je reprends la liste des questions. De toute façon, on arrive bientôt à la fin. Il y avait une question sur... je ne suis pas sûre que ça va... Enfin, tu vas pouvoir y répondre, de Germain qui voulait savoir si tu avais travaillé sur un annuaire d'artisans qui accepte de poser des matériaux de réemploi. Peut-être même qu'Isabelle peut aussi nous mettre un petit commentaire. Je peux le dire tout de suite, non, on n'a pas travaillé dessus. Je dirais que c'est beaucoup plus facile de trouver un artisan qui va être d'accord plutôt qu'une maîtrise d'œuvre un peu plus grosse. L'artisan, il a la règle de l'art qui va un peu assurer son geste et lui, dans tous les cas, c'est vraiment ça. En termes assurantiels, c'est ses compétences à poser qui vont être primordiales sur le matériau. Et donc, les artisans, en particulier tout ce qui va tourner autour du bois, hein, c'est pas forcément complexe. Malheureusement, je trouve que le monde de l'artisanat a beaucoup évolué, même si je connais encore peu. Il y a beaucoup plus de poseurs que d'artisans aujourd'hui. Donc, il va falloir trouver des gens qui savent un peu avoir la science un peu des matériaux et de la connaissance un peu de l'évolution de la vie des matériaux dans le temps. Vaste sujet dont nous avons déjà beaucoup échangé, toi et moi. Et effectivement, ce savoir-faire de l'artisan est quand même une des règles très, très importante. On se dirige vers la fin. Il y avait une question sur sous quelle forme se matérialise la construction de l'écosystème du réemploi dont tu as parlé. C'est facile, Novabuild. Voilà, merci. Je n'osais pas le dire. Jérôme, pareil, je vous invite à me contacter si vous voulez en savoir plus et si vous souhaitez échanger, puisqu'on arrive à la fin. Et j'aimerais qu'on prenne cette dernière question avant de passer à la conclusion. Est-ce que ça t'arrive de consulter en intro? J'ai parlé de la plateforme Looping, qui est la plateforme pour les maîtres d'ouvrage sur laquelle ils disent voilà, moi, je vais avoir besoin de 15 portes pour mon chantier dans 3 mois. Est-ce que ça t'arrive de la consulter et est-ce que tu as déjà répondu à des recherches de gisements des maîtres d'ouvrage? Alors oui, Looping, c'est une plateforme particulière qui a été développée par le Booster du réemploi, dont on est partenaire depuis le début en tant que répondant justement en termes de matériaux. Alors il y a beaucoup de demandes, moi j'ai fait beaucoup de réponses sans d'ailleurs retour, donc on l'a un peu moins. Après, derrière Looping, il y a beaucoup de femmes d'ailleurs, et qui font le lien entre justement ce qu'on peut savoir faire et les maîtrises d'ouvrage qui sont intéressés parce que voilà, c'est pas forcément, j'ai pas eu beaucoup de retours à toutes mes propositions de matériaux.
Mais ça fonctionne. En fait, il y a moins de projets dans l'Ouest qu'en Île-de-France. Du coup, c'est pas forcément toujours simple de répondre. Il est vrai que Looping, développé par le Booster du Réemploi, qui est pour l'instant basé à Paris, cette initiative et commence à essaimer dans les régions au fur et à mesure. Merci beaucoup, Emmanuel. Je l'ai marqué dans le chat et déjà dit à l'oral, mais si on veut venir visiter ton magasin de Sainte-Luce, c'est mardi prochain. On organise avec Novabuild une réunion au sein même de ce magasin, toujours autour de ces questions de réemploi, et on abordera aussi la question de la requalification. Donc voilà, ça sera l'occasion de venir voir et de toucher en vrai ces différents matériaux dont tu nous as parlé. Merci beaucoup, Emmanuel. Et tout de suite, pour conclure ce webinaire, je vais céder la parole à Céline de l'Adréal Pays de la Loire. Voilà, bonjour à tous, Céline Lemasson, chargée de mission filière verte pour l'Adréal Pays de la Loire. En fait, en conclusion, je voulais juste vous inviter sur 2 moments de calendrier de cet automne. Alors, le premier événement, en fait, c'est plutôt une information qu'une invitation parce que nous sommes déjà au complet. L'Adréal organise une formation qu'elle appelle Ambassadeur des biosourcés depuis maintenant 2016. Et pour la première année, cette année, nous avons ajouté une demi-journée sur le réemploi. Cette formation, elle est à destination des maîtres d'ouvrage publics et de toute l'ingénierie qui vient en appui à la maîtrise d'ouvrage public. Et c'est vraiment là aussi pour ce qu'on a un peu expliqué ce matin, enfin beaucoup expliqué ce matin, la nécessaire sensibilisation, information des maîtres d'ouvrage, notamment publics. Eh bien, ajouter cette demi-journée, c'était vraiment dans ce but-là. Et puis, deuxième invitation, et là, vous recevrez aussi un mail d'ici quelques temps, pour un prochain webinaire sur la réglementation environnementale 2020 que nous allons organiser avec Novabuild et le CEREMA le 25 novembre, toujours à 8h45, notre horaire est le bon. Ce webinaire RE2020 sera destiné au levier de décarbonation des matériaux. Et donc, on parlera des matériaux de réemploi et notamment de la prise en compte du réemploi dans la comptabilité carbone de la RE2020. Voilà, donc les 2 prochains événements de l'automne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Céline. Merci à nos intervenants de ce matin. Et puis, merci à vous d'avoir été aussi nombreux à nous suivre. On vous dit à bientôt. Je vous souhaite une belle journée et un bon week-end. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.